Bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle émission des Gilets jaunes qui prennent la parole. Suite au traitement médiatique qui a été réservé aux Gilets jaunes, UPR TV avait à cœur de les inviter pour qu'ils puissent prendre la parole librement. Je vous rappelle le concept de l'émission, nous n'interviendrons pas dans leurs échanges et nous n'invitons que les Gilets jaunes qui se proposent. Pour participer à l'émission, il vous suffit d'envoyer votre candidature à l'adresse farid.corba@upr.fr. Je vous propose tout de suite de passer à cette nouvelle émission. Je rappelle que les propos tenus n'engageront que leurs auteurs et non l'UPR ou l'ensemble des Gilets jaunes. Excellente émission à tous. Eh bien, bonjour pour cette nouvelle édition, numéro 10, les Gilets jaunes prennent la parole. Aujourd'hui, j'ai reçu 4 invités avec moi. Alors, pour commencer, j'ai Émilie. Bonjour. Bonjour, Émilie. Alors, explique-nous un petit peu depuis quand tu as rejoint le mouvement. Voilà, donc je suis Émilie, étudiante en philosophie à la Sorbonne, j'ai 35 ans. J'ai rejoint le mouvement à partir de l'acte 3, sur des campagnes surtout devant les médias, France TV, Europe 1, BFM TV. Voilà. D'accord, très bien. Et juste à côté, j'ai Lionel. Bonjour Lionel. Bonjour. Alors toi aussi, explique-nous depuis quand tu as rejoint le mouvement. Alors donc je suis Lionel Cahan, j'ai 49 ans, je suis informaticien, j'habite à Vitry-sur-Seine. J'ai rejoint le mouvement le 18 décembre et depuis assez régulièrement, donc je participe aux manifestations. Je suis également membre des Citoyens Constituants. Donc c'est une association d'éducation populaire, on fait des ateliers constituants tous les mois. Je suis également membre adhérent de l'UPR depuis 2015. Très bien, merci. Et troisième invité, j'ai Fatih. Alors Fatih, bonjour. Bonjour Mehdi, bonjour tout le monde. Peux-tu nous dire d'où tu viens et depuis quand tu es rentré dans le mouvement? Oui, bien sûr. Alors Fatih, en activité salariée, j'ai rejoint le mouvement des Gilets jaunes à partir de l'acte 9. Très voilà. Bien. Merci. Et puis pour finir, Alain, bonjour. Bonjour. Moi donc j'ai rejoint le mouvement depuis l'acte 4 en fait. Et je suis Gilet jaune constituant, 93 qui regroupe en fait, qui fait partie du groupe des Gilets jaunes constituants IDF. Je tiens à préciser que je suis ici en tant que Gilet jaune à partisan et que je parle en mon nom propre. Très bien, voilà. Très bien, très bien. Donc je pense qu'on va entamer le premier sujet, le gros sujet, c'est le résultat des élections européennes qu'on a eues il y a quelques jours. Et donc je voulais voir avec vous, justement, qu'est-ce que vous pensez de cette issue, entre guillemets. Alors moi, si je peux parler. Oui, allez-y. Si je peux parler par rapport aux résultats des élections européennes. Ça fait plusieurs années qu'on constate que les gens ne votent plus par conviction. C'est soit un vote utile, soit un vote sanction. Déjà, ça veut dire quelque chose. C'est qu'on ne se sent plus représenté par les partis en place et c'est qu'il y a un réel souhait d'un changement profond vers une démocratie. Donc, 2012, on a voté contre, vote utile. 2017, c'est kiff-kiff. Et même maintenant, aux élections européennes, on a un jeu avec des partis qui sont dans la connivence et qui nous ont mis en place un mode un peu binaire, alors que nous ne sommes pas dans les élections présidentielles, hein, comme si on avait eu 2 partis pour lesquels on n'avait que le choix, c'est-à-dire La République En Marche et le Rassemblement National. Alors que les élections européennes, à la base, c'est à la proportionnelle. Et qu'on avait aujourd'hui des petits partis qu'on aurait pu envoyer et qui répondaient à nos revendications. Alors je parle pour moi personnellement, hein, parce qu'à la faveur du mouvement des Gilets jaunes, j'ai découvert le parti qui est celui du PR. Je tiens à dire que je ne suis ni adhérente, que je ne connaissais pas M. Asselineau ni son parti. Et je découvre un monsieur qui, je crois, est le seul à pouvoir se revendiquer du gaullisme, contrairement aux autres. Hein. Un monsieur qui répond, mais en tout point, du moins sur l'essentiel, à nos revendications, qui sont le Frexit, le RIC, et la cerise sur le gâteau, c'était la destitution d'Emmanuel Macron. Chose sur laquelle, d'ailleurs, il n'a pas été suivi par tous les autres partis. Exactement. Donc rien que pour ça, rien que pour envoyer un signal fort, sachant qu'on avait tous les pays autour de nous qui avaient les yeux rivés sur les Gilets jaunes, sur le mouvement et sur l'issue de ce scrutin, et ben, contrairement aux abstentionnistes, je pensais qu'il aurait fallu répondre présent, qu'on avait un rendez-vous avec l'histoire et qu'il était important
en étant toujours fidèles à nos revendications, de voter Frexit, RIC et destitution d'Emmanuel Macron pour dire stop à cette mascarade. Ils ont été malins. Le Rassemblement national est sorti, entre guillemets, vainqueur. Madame Marine Le Pen qui vous dit aujourd'hui le pouvoir au peuple. Mais de quel peuple elle parle? Du peuple européen, pas le peuple français. Parce que sans Frexit, il ne peut y avoir de souveraineté. Sans Frexit, il ne peut y avoir de démocratie. Sans Frexit, on ne peut revoir les traités qui sont mis en place actuellement. Il faut l'adhésion de tous les États membres pour qu'on puisse en sortir. Mais Madame Marine Le Pen, j'ai envie de vous dire aujourd'hui, aussi bien à ses électeurs, mais en 2014, vous étiez déjà au Parlement européen. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous êtes en train de nous dire, aujourd'hui, je vous propose ça. Mais depuis 2014, qu'est-ce qu'on assiste? On assiste à quoi? Délitement des services publics. Hein, on est d'accord? Dégradation de la vie sociale, de la vie des Français tout court. Pourquoi est-ce qu'elle n'a rien fait depuis 2014? Eh bien, ce qu'elle a fait, Madame Le Pen, comme beaucoup de corrompus, détournement de plusieurs millions d'euros. Donc, les gens aujourd'hui votent pour la corruption. C'est ça le message? Pour contrer la République en marche? Non. C'est pire que ça, parce qu'en fait, moi j'ai les chiffres en plus. Le résultat des élections, ça ne m'étonne pas. Parce que par rapport aux durées des spots de campagne, je vais vous le dire, en fait, avant les élections, LREM avait droit à 56 minutes, le Rassemblement national à 48, les Républicains 38, le Parti socialiste 19, France insoumise 18, les écologistes 14, on trouve en dessous le PCF, etc. et ça va en décroissant. Et qu'est-ce qu'on constate? Eh bien finalement, tous les partis qui sont sortis plus ou moins victorieux sont dans cette croissance-là, exactement au même niveau. Donc ce qui prouve bien que par rapport aux médias, en fait, la simple parole d'un parti quel qu'il soit, lui donne les chances de gagner. C'est tout simple. Non mais c'est très bien parce que tu parles des chiffres. Mais excusez-moi, Rassemblement national, 5,2 millions d'électeurs. La République en marche, 5 millions d'électeurs. Ben, c'est un désaveu total. Ça veut dire que on est 67 millions de Français, 44 millions d'inscrits. 10,2 millions qui ont voté pour ces partis. Mais c'est un désaveu, ça veut dire on ne veut plus de vous. 80% de la population française vous dit stop. On ne veut plus du système actuel et des partis actuels. Moi, je rajouterais où sont les médias et où sont les instituts de sondage. Hein, c'est un petit peu ça, en fait. C'est notre lutte avec les constitutions, Page de Secours, justement, et surtout Sylvain Baron, décrocheur des drapeaux. Voilà. On agit devant les médias au quotidien, tous les jours de la semaine. Et je vous avouerai qu'on déclenche certains débats avec des techniciens ou des pigistes concernant une réelle objectivité des médias. Il y en a beaucoup qui ont initié la charte de Munich, qui est quand même une charte qui dépeint justement toute la neutralité des médias qui doit être intrinsèque à leur métier, c'est-à-dire que c'est une espèce de charte déontologique des médias. Et on est surpris de voir que beaucoup de journalistes, c'est-à-dire à peu près 80%, ne sont pas du tout au courant de l'existence de cette charte, ce qui est assez alertant. Est-ce que cette charte, c'est la lettre qui a été écrite par le collectif des Gilets jaunes fin avril au CSA? Non, pas du tout. Non, c'est pas ça. une charte de Munich. Ah oui, non, excusez-moi, c'est moi qui me... C'est vrai qu'il y a eu une action opération spéciale. C'est moi qui... Tout à fait, oui, devant le CSA. Et vous savez, il y a un bon revirement, il y a pas mal de gens qui commencent à comprendre qu'il faut aller devant les médias mainstream et protester face à cette corruption des médias et réusage de certains sondages qui sont faits dans une échelle, dans un échantillon très particulier et qui est sûrement qui a un fort impact sur la prise de décision au niveau politique ou la formation de nouvelles idéologies qui sont toujours dans une dichotomie, c'est-à-dire dans une vision binaire et totalement orchestrée par le gouvernement. On sait qu'évidemment la plupart des médias sont détenus par des oligarques. Oui. Et on est là pour ça toute la semaine pour rappeler aux journalistes qui participent quand même à une corruption de la vision politique du vrai paysage, je pense. Merci Émile. Alors juste pour dire, je pense que moi qui ai pas mal tracté, je pense que les gens sont quand même conscients que la plupart des médias appartiennent à 9 ou 10 milliardaires, mais ça ne les empêche pas de regarder les médias, la télévision, les principales chaînes de télévision. C'est ça qui est un petit peu surprenant. Bien sûr, mais c'est pas ce qu'on dit. En fait, notre lutte, elle va sur l'objectivité des médias. C'est surtout ça, parce qu'on veut, finalement, nous les Gilets jaunes, et particulièrement les constituants du 93, 11, etc., de toute l'Île-de-France, que les médias appartiennent à leur propre, aux journalistes, en fait, qu'ils soient leurs propres actionnaires ou leurs propres coopérants, dans une coopérative, on parle. C'est uniquement par rapport au message qui est donné.
qu'on se positionne. Et c'est pour ça qu'on va les voir, en fait, chaque jour, au pied des immeubles, enfin chaque jour, pas forcément chaque jour, mais dans la semaine, TF1, LCI, BFM TV, etc., on manifeste. Des actions au Et pluriel. Et on parle aux rédacteurs, aux chroniqueurs, aux éditorialistes, en fait, qu'on appelle éditocrates. Ils n'aiment pas non plus, mais... Bon, C'est on n'arrive pas finalement. toujours à pouvoir les aborder. Eh ben, si, on les aborde, nous, on leur parle et ils viennent nous parler. Parce que finalement, ils nous aiment bien. Mais disons qu'on retourne un peu la question en les mettant en face de leurs contradictions, finalement. Qui ne remarquent pas toujours, mais bon, voilà. Et effectivement, devant France Télévisions, c'est tous les jours qu'on a une action. J'en profite pour dire que vous êtes les bienvenus, évidemment. Pas trop nombreux, parce qu'au-delà de 3, après, c'est un attroupement. Et Oui, ça on tombe sur le connaît voie. on sait ce qui se passe souvent après. Donc, En voilà. parlant des médias, il y a aussi, c'est très intéressant aussi, c'est très bien ce qu'a dit mon ami, BFM. On sait que le président, enfin l'oligarque qui détient BFM, sauf erreur de ma part, c'est Drahi. Ah oui, C'est tout pas à fait, ça. Patrick. Voilà. C'est quand même lui qui a fait la campagne d'Emmanuel Macron. Et en contrepartie, il a perçu 14 milliards d'euros de la part du gouvernement. Donc il faut montrer à quel point ces médias sont corrompus. Le but aujourd'hui, c'est de se détacher de ces médias. Moi, ça fait 6 mois que je ne regarde plus ma télé. J'ai découvert le mouvement des Gilets jaunes à travers la télé les premières fois. Il était décrit comme étant factieux, séditieux, antisémite, raciste. Et moi, je voyais des personnes lambda, mais qui ne correspondaient pas du tout à ce qu'on essayait de nous faire croire. Et je me suis dit, mais attends Fatih, fais ton opinion par toi-même comme d'habitude. Je suis sortie et j'ai pris une bouffée d'humanité, une bouffée de fraternité. Alors oui, je ne suis pas naïve, je me doute bien. C'est une micro-société, les Gilets jaunes, donc on va retrouver effectivement les mêmes excuse-moi, susceptibilités. Fatih, je suis d'accord par rapport à ce que tu disais tout à l'heure par rapport aux médias. Mais aujourd'hui, je pense que... C'est pas que je pense, c'est que le mouvement des Gilets jaunes, il est né sur les réseaux sociaux. Non, mais attends, je termine par rapport à cette histoire de la façon dont les médias ont détourné, si tu veux, ce mouvement, l'ont décrit comme quelque chose de la peste, le choléra, la peste brune, hein, tu sais. Et donc moi, je disais, donc c'est une micro-société de ce qu'est la France. Enfin, effectivement, il y a des sensibilités différentes, c'est pour ça qu'on s'est dit à partisans. Mais l'avantage, c'est qu'il a permis de rassembler au-delà des clivages. Que moi, j'ai eu la possibilité de discuter avec des personnes qui étaient diamétralement opposées à moi, mes convictions, et que ça a permis de faire tomber certains préjugés. Et c'est là le danger pour le gouvernement. Là où il a eu tout intérêt, pendant plus de 40 années, de nous diviser, on a réussi à se rassembler. Donc, si tu veux, des médias comme des oligarques, comme Monsieur Drahi, qui fait la campagne d'Emmanuel Macron en échange de quelques milliards d'euros, et ils sont nombreux, et il n'est pas le seul, si tu veux, parce que d'autres médias privés perçoivent des subventions publiques, il faut le dire. Donc, il faut se détacher de ces médias, éteindre sa télé, et faire confiance aux petits médias indépendants. Qui sont les seuls à donner l'info, la vraie. C'est Très sûr bien. que, effectivement, il y a aussi des infos qu'il faut connaître par rapport aux médias, comme par exemple, c'est pour ça aussi qu'on lutte, hein, nous les Gilets jaunes. Il y a des ventes d'armes qui ont été faites au Yémen, donc Émilie montre actuellement la petite pancarte qui... et donc, à cet effet, 9 journalistes ont été convoqués à la DGSI, y compris pour l'affaire Benalla, pour dénoncer leurs sources. Ce qu'ils n'ont jamais, bien sûr, ils n'ont pas fait. Mais c'est à quel point le pouvoir a une ingérence sur les médias aujourd'hui. On est du côté des journalistes, en fait. C'est pour ça qu'on est là. On voit que France O va être fermée, Oui, simplement France parce O. on dit que ça va faire 190 millions d'euros d'économie. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? On n'aura plus de nouvelles, par exemple, si on habite De l'outre-mer. en outre-mer, de sa famille. Voilà, il va falloir passer par je ne sais quel réseau. Les papis, les mamies qui n'ont pas Internet ne vont pas pouvoir le faire. Qu'est-ce que c'est que cette société ? C'est vrai que C'est une société, c'est une dérive totalitaire. Une dérive Effectivement, totalitaire. c'est pas normal. Pour les gens qui ont voté Rassemblement National, je vais quand même leur dire que le parti du Rassemblement National a voté la loi contre le secret des affaires. Et en plus, a ajouté un amendement avec les rigolos, les républicains que j'appelle rigolos parce qu'ils sont tellement versatiles que tu sais pas pour qui ils prêchent, si ce n'est que pour leur intérêt personnel, ces gens-là. Un jour, ils te disent, en 2017, Bruno Le Maire et M. Darmanin, qui te disent la politique de M. Emmanuel Macron, c'est une coquille vide. Eh bien, messieurs, en 2018, vous avez appliqué le programme qui est la coquille vide de M. Emmanuel Macron par opportunisme. Vous avez retourné votre veste. On a des personnes comme M. Alain Juppé pour aller au Conseil d'État, qui était d'ailleurs mêlé à des affaires de trafic. C'était les affaires des... Paris, là, tu sais,
Bon, de toute façon, il a été condamné pour ça. Dans les affaires, c'était sous Chirac. Hein. Et on a ce monsieur qui a un casier judiciaire, et on nous parle d'exemplarité, qu'on va chercher, parce qu'on a besoin de récupérer son électorat, et qu'on nomme au Conseil d'État. Bien, à un moment, il faut arrêter. On nous parle d'exemplarité, on nous met des personnes avec des casiers judiciaires, des casseroles, au Conseil d'État, au Sénat, et un peu partout. Donc, pour en revenir à ces journalistes qui étaient convoqués justement à la DGSI, donc Madame Marine Le Pen et son parti, donc ont voté la loi contre le secret des affaires, mais pire, ils ont déposé un amendement disant que les lanceurs d'alerte devaient prévenir d'abord l'entreprise avant d'informer le public. Mais réveillez-vous! Nous sommes dans une dérive totalitaire et vous votez pour ça, pour la corruption, alors qu'on a aujourd'hui quelqu'un qui répond à nos revendications. Non. En tout cas, il ne faut merci. pas cautionner. On va continuer le tour de table. Merci Fatih. Je suis désolée. Pour terminer sur les médias, enfin je ne sais pas si on a terminé, mais je voudrais juste rappeler que l'UPR propose justement dans le volet médias de rendre les médias, de les dissocier de toute puissance d'argent. Parce qu'actuellement, tous les médias appartiennent à des oligarques et donc, les rendre plus libres. De les rendre complètement indépendants des médias. Et puis, en plus, là, on a parlé de casier judiciaire bien rempli, et aussi le casier judiciaire vierge. Et la reconnaissance du vote blanc, qui sont des choses vraiment primordiales. Très bien. Je pense qu'on a fait un petit tour de table au niveau des élections européennes. Peut-être Alain, quelque chose à rajouter. Justement, qui fait le lien entre les élections et les médias. Très bien. Il faut savoir effectivement qu'il y a une conférence de presse préélectorale, ainsi que c'est indiqué sur ma petite pancarte, qui a eu lieu, donc, comme son nom l'indique, avant les élections, qui a consisté à convoquer des journalistes à l'Élysée, ensuite à leur faire co-écrire ensemble des articles sur place concernant le bien-être, le bien-pensé de la REM, etc. Ensuite, ça a été validé par l'Élysée, sur place toujours. Ensuite, c'était publié de manière synchrone, c'est-à-dire tous en même temps. Hein, et tout est sorti avec les mêmes figures, les mêmes images, les mêmes phrases, les mêmes formules, la même philosophie, au même moment, dans toute la France, avant les élections. Qu'on ne dise pas qu'il n'y a pas de mainmise du gouvernement sur les médias. Voilà, avant de sortir de ces élections européennes, il faut vraiment que les gens comprennent que le vrai problème, c'est Bruxelles. Tant que, il faut bien entendre, que le droit européen prime sur le droit français, le droit national. Oui. D'accord ? Donc, tant qu'on sera soumis au GOPÉ, les grandes orientations politiques, économiques, etc., sociales, qui sont imposées comme étant la feuille de route aux États membres, tant qu'on sera soumis à ça, au motif que ce sont des recommandations dont on sait que ce ne sont pas seulement des recommandations, mais aussi des obligations. La preuve en est avec l'Italie, là, récemment, qui se fait taper sur les doigts par la Commission européenne, parce que le budget explose. Parce que M. Salvini, je ne prêche pas pour ce monsieur, il dit, moi je privilégie plutôt ma population qui crève de faim que vos recommandations. Et bien là, la Commission européenne, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle va déclencher une procédure. À la clé, il y a quoi ? Il y a une amende de plusieurs milliards d'euros. Donc arrêtez de nous dire que ce sont des recommandations. Mais vous avez entendu, excuse-moi Fatih, je te coupe, vous avez entendu parler que l'Italie voulait, c'est entre ces points d'interrogation, mais ils voulaient lancer leur monnaie alternative. Oui, mais alors c'est pour ça que les partis politiques qui sont en train de vous dire qu'on peut négocier les traités, c'est faux. Sans Frexit, on ne peut rien négocier. Il faut sortir de cette Commission européenne, tout simplement. Merci Fatih. On va continuer l'émission avec un deuxième sujet, c'est la manipulation médiatique. Donc j'ai deux personnes qui ont envie spécialement de nous en parler. Et on va commencer par qui ? Alors moi, pourquoi pas, on revient tout juste de la manifestation pour les blessés. Oui, la manif des blessés, voilà, qui s'est tenue aujourd'hui. Comme sur le même sujet que tous les débats électoraux et tous les sondages électoraux, on sent qu'il y a une espèce de mainmise sur la visibilité des blessés gilets jaunes dans les médias mainstream, et qu'il y a un manque de visibilité clairement orchestré qui cache un peu les débordements et les bavures policières. Voilà. Moi, j'inquiète pas les policiers, je pense qu'ils sont soumis à des ordres, mais il y a quand même Vigipolice avec M. Langlore, en l'occurrence, qui
qui appellent certains policiers à discuter entre eux plutôt que de taper sur des manifestants, qui essaient de cadrer un peu... Mais c'est dommage que ce soit un syndicat minoritaire, quoi. Exactement, voilà, il appelle les policiers en fait à ne plus obéir à des ordres qui sont illégaux. Voilà, parce qu'on est on est dans un comportement dictatorial. Je connais l'histoire de Et Monsieur le diktat, Langlois. il émane surtout de l'Europe. Donc voilà, la milice européenne, non merci. Ceci dit, il y a aussi David Liebeskind, qui est moins connu, mais qui est tout de même un médiateur et un avocat qui défend des Gilets jaunes, et qui lui propose, ça a notamment été expliqué lors d'une conférence à laquelle j'ai assisté, qui propose en fait d'avoir une gestion des conflits, la mise en place des conflits, en fait, ça s'appelle comme ça. J'ai eu un échange avec lui, je lui ai proposé de faire des stages pour les personnes qui, justement, plus ou moins, ont des facilités à dialoguer avec les CRS, vous savez, qui ne sont pas toujours enclins à rester sur place, etc., qui finissent par s'énerver, afin de les mettre face, en fait, à leur propre agressivité. Et c'est ça il a été emballé par l'idée. Donc c'est encore des choses à lancer, tout ça, il y a plein de choses à construire. Il y a plein de choses à faire, il y a énormément de choses à faire. Excusez-moi si je peux rebondir, ça a déjà été lancé d'ailleurs des initiations au dialogue et à la répression policière, sous terme de désobéissance civile par exemple, ou sous terme de gestion de crise, et pour appeler les gens à apprendre à parler et à échanger avec les forces de l'ordre, qui ne sont pas forcément si réfractaires que ce que l'on pense, contrairement... Voilà, à certains qui courent. J'ai l'impression que ça se passait plus ou moins bien quand les gendarmes étaient sur le terrain. Tout à fait. Quand les gendarmes... mais c'est vrai que par rapport à la police, bon, c'est pas la C1. On a pu voir ce que... C'est une autre ordre d'idée, en fait. Les militaires et puis la police, quoi. Les gendarmes, en fait, on les a retirés parce qu'ils étaient un peu trop proches des manifestants. Exactement. Mais ça se passait beaucoup mieux. Oui, c'est pour ça surtout, quoi. Ils ne sont pas habilités, ils le sont depuis qu'ils ont été affectés au ministère de l'Intérieur à gérer les foules, quoi. Normalement, ils ne sont pas dans la gestion des foules. C'est uniquement parce qu'ils sont sous tutelle maintenant de la préfecture. Et du coup, comme ils sympathisaient un peu avec les manifestants, enfin sympathisaient entre guillemets... Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on est passé du statut de force de l'ordre, enfin on est passé du statut de gardien de la paix à force de l'ordre. Oui, c'est ça. Ça a changé. Non, force de quel ordre? Merci Sarkozy. Je voudrais rappeler, moi, il me semble que le but des violences policières, c'est quand même de faire en sorte qu'un minimum de personnes aillent manifester. C'est de faire peur. Oui, c'est moi, ça, c'est une propagande de peur. Je vois autour de moi des personnes, parce que je discute beaucoup dans mon travail, et qui sont d'accord avec les idées, mais enfin qui ont peur, et du coup qui n'osent pas aller manifester. Il y a un historien qui a fait un très bon travail dessus, Noam Chomsky, qui exact. Parle effectivement de la manière dont la terreur s'installe dans les sociétés. La fabrication du consentement. Voilà, exactement. Exactement. Donc, graduellement, on distille la terreur, et ça peut être judiciaire, donc pénal, comme on en voit avec les gardes à vue arbitraires, les les comparutions, etc. Et puis tous ces gilets jaunes qui sont incarcérés au nom de l'arbitraire et dans l'attente de leur procès, etc. Ça peut être aussi, comme on l'a vu avec les strict médics dans une province, je ne sais plus c'était où on a été jusqu'à prendre leurs enfants, les placer au motif que l'appartement est insalubre. Moi, j'ai envie de dire à tous ces hypocrites, quand on a eu les immeubles insalubres qui se sont effondrés, ou des marchands de sommeil, dont un élu, un médecin, louait l'appartement à un prix très élevé, il y a des appartements qui se sont effondrés, mais à quel moment les pouvoirs publics ont dit il y a un problème, effectivement, il faut les condamner, les enfants, il faut les protéger, mais ce n'est pas que dans ce cas-là. Combien de Français vivent avec des familles, payent des loyers exorbitants à des marchands de sommeil et vivent dans l'insalubrité? Donc on veut nous faire croire qu'aujourd'hui on a des juges qui sont soucieux de la situation des enfants des strict médics. Non, le but il était toujours politique. On vous fait peur. On place vos enfants, on vous met en garde à vue préventive. Comme on le sait d'après la note de Rémi S qui a été envoyée à tous les tribunaux, magistrats, garde à vue préventive, gardez-les un maximum pour qu'ils n'aillent pas rejoindre et gonfler les rangs. Hein. Et pour rebondir par rapport à la manifestation de ce matin, sur les répressions policières, etc. Donc, je vais parler encore, je ne suis pas du bon côté, voilà. Je vais parler encore de M. Rémi S, le procureur de Paris, qui a été nommé par Emmanuel Macron, alors qu'il y avait d'autres prétendants. Non, il l'a imposé, Rémi S. Alors, on a plus de 300 enquêtes qui sont bloquées à l'IGPN. Et aujourd'hui, ce monsieur
une fois les élections européennes passées, et parce qu'il y a eu une condamnation de la... C'est pas l'ONU, je sais plus, la Cour européenne. Bon, bref, comme il y a eu une condamnation, ils vont lâcher un peu de lest. Ils nous disent, on va présenter 8 policiers en correctionnel. Mais monsieur, moi je suis pas d'accord. On a des blessés graves, on a des personnes qui ont perdu un œil, on a des amputés, on est devant des mutilations et des blessures de guerre. Donc, non, pas de correctionnel, c'est passible des assises. En 2016, là on est en train de voir un procès qui se déroule avec un CRS, procès de 2016 qui passe en 2019 et qu'on renvoie aux assises pour un tir de LBD. Et ce n'était pas dans le cadre des Gilets jaunes. Donc pourquoi dans ce cadre-là, ce monsieur passe aux assises et pour les mêmes affaires qui concernent les Gilets jaunes, ça passe en correctionnel. Et pourquoi on va sacrifier 8 policiers, on va les jeter en pâture, hein, c'est le discours de Langlois. Alors qu'on a quand même des donneurs d'ordre qui aussi ont responsabilité. Mais il ne faut pas dédouaner aussi la responsabilité des policiers parce que, certes, ils ont eu des ordres, mais rien ne les obligeait à viser la tête. Rien ne les obligeait à mutiler des gens. Rien ne les obligeait à se mettre à plusieurs, à matraquer une femme au sol comme ça s'est passé à Marseille. Donc c'est la responsabilité collective des forces de l'ordre qui doivent justement dénoncer cet état de fait. Donc on ne peut pas se cacher derrière les ordres. Ils se sont crus dans un vaste jeu vidéo. Quand on voit des policiers sur des vidéos qui lèvent leur LBD après avoir tiré, ils disent « à voter », « bouyaka, bouyaka », et qui se réjouissent de ça, eh ben non les gars, il va falloir rendre compte de ces actes criminels. Et aux assises, il ne faut pas accepter cette rhétorique, la correctionnelle. Et le nombre de 8, il ne faut pas l'accepter non plus. Mais d'où la dissimulation des numéros aériaux, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas porté plainte aussi et qui sont blessés. Absolument. On passe tout le temps. Absolument. Ça aussi. Ça c'est encore le problème des... Ouais, parce que ça c'est officiel, hein. Là on vous parle de mort officielle et de blessés qui ont porté plainte. Hein. Mais quand tu parlais du RIO en fait. Oui. Moi je vais parler de ces femmes et ces hommes. C'est un gros problème. C'est un gros problème parce qu'il y a plein d'affaires qui ne seront jamais résolues. Exactement. De ce fait. Je vais revenir à ces mutilés parce que moi ça m'a pris au cœur ce matin, ça m'a pris au ventre. Ces hommes et ces femmes qui ont perdu une main, qu'on a handicapés à vie, mince. Mais toute la population française, elle aurait dû être dehors. Tous les Français, dehors, ensemble pour dénoncer justement cette violence. Et quand tu es handicapé, tu vois, il y avait cette femme, cette jeune femme, et c'est son identité de femme, cette autre femme qui nous dit je ne peux plus me regarder dans le miroir parce que je ne me reconnais pas. On a touché à leur intégrité physique, à leur intégrité morale, on a détruit leur vie. Et ces hommes, pareil. Mais punaise, regardez-vous dans un miroir, comment vous avez pu cautionner ça. Et qu'au sein de ce gouvernement, qui a un désaffect profond, mais au sein de tous les partis d'ailleurs, hein, personne s'est mobilisé. À aucun moment, ils ont fait preuve de compassion. Alors, oui, effectivement, il y a quelques partis, comme la France Insoumise, le jour où un de leurs députés a reçu un petit coup de matraque derrière l'oreille, à l'Assemblée nationale, ils ont fait tout un laïus. Mais attends, j'ai envie de te dire, mec, il y a des gens qui ont perdu un œil, il y a des gens qui ont perdu une main, il y a des gens qui ont perdu un pied, il y a des gens qui ont perdu beaucoup. Et tu nous fais tout un scandale en pleine Assemblée nationale parce qu'un de tes députés a été victime d'une violence. Moi, je ne suis pas d'accord. Et là, ils ont montré à quel point ils étaient cyniques, combien ils ne luttaient tous que pour leur propre intérêt, pour leur paroisse, et que le peuple, ils n'ont besoin de nous qu'au moment où des urnes, tout simplement. Exactement. C'est ça. On offre notre servitude depuis tant d'années. La servitude volontaire, mais affranchissez-vous. Ils vivent dans un autre monde en fait, hein. C'est carrément ce qu'on appelle être hors sol. Alors nous qui revenons effectivement de la manifestation des c'est ça, je voulais en venir, revenir sur la manif. Des mutilés pour l'exemple. Du coup, ce qu'on a pu constater, c'est qu'effectivement il y avait quand même une certaine sympathie très crue vis-à-vis des blessés qui étaient présents, quoi. Enfin de notre part en tout cas, et des personnes qui étaient là témoins de ce qui se passait, quoi. Ayant personnellement connu certains d'entre eux, je peux dire qu'il n'y a pas qu'une lésion physique, il y a aussi une lésion psychologique. C'est tout un ensemble. Et pour la petite histoire, pour en revenir à la répression policière, en dehors du fait qu'il faut quand même porter plainte, je le dis pour tous ceux qui nous regardent et qui nous écoutent, porter plainte à la Cour pénale internationale pour la moindre blessure que vous ayez. Porter plainte contre celui qui vous a agressé et contre le donneur d'ordre aussi. Parce que c'est surtout lui le responsable.
faites-le, parce que c'est important. Et donc, par contre, il ne faut pas se décourager par rapport à ce qui se passe en ce moment. Franck Didron, le petit jeune qui a perdu un œil, avait porté plainte et ça a été classé sans suite. Bon, oui. Malgré tout, il faut continuer. Voilà, c'est intéressant parce qu'il dit que ça a été classé sans suite. Mais qui enquête sur les violences de la police? La police. C'est comme si un pédophile enquêtait sur un pédophile. Mauvais exemple, ça existe. C'est comme si un corrompu enquêtait sur un jugé ou enquêtait sur un corrompu. Conflit d'intérêt. Eh bien, ça existe. Il faut créer un comité indépendant. Et que ce ne soit plus la police qui enquête sur les actes de la police, parce que forcément, quelque part, il y a de la complaisance. Ce sont quand même des collègues, mince. Donc, comité indépendant qui enquête sur les bavures policières et qui rend un rapport d'enquête qui soit totalement objectif. En espérant qu'il ne soit pas corrompu celui-ci, parce que le nerf de la guerre, c'est l'argent. Et tant qu'on aura, par exemple, pour les syndicats de police, moi ça me fait bien rire, le syndicat Alliance aujourd'hui qui dit « Oh mais... » Lapsus révélateur. Oh, mais nous, aujourd'hui, vous nous jetez en pâture, c'est inadmissible, alors qu'on a protégé le gouvernement. Mais monsieur, vous êtes en train de nous dire que vous êtes une milice politique? Votre devoir, c'est de protéger les citoyens et le peuple. Ce n'est pas de protéger le gouvernement. Donc oui, je suis désolée, il va falloir rendre des comptes, messieurs. Parce que quand vous comme ça, devant la télé, en pleine émission, quand vous balancez par rapport à Sébastien qui a perdu sa main, le jeune homme du 95, quelles que soient les circonstances, mince, le mec il te dit, bah, c'est bien fait pour sa gueule. Et on autorise ça en pleine audience à la télé? Eh ben non, il va falloir rendre des comptes, aussi bien pour les propos qui ont été prononcés que pour les violences qui ont été commises. Donc j'en appelle à toutes les forces de l'ordre aujourd'hui. Vous voyez bien que finalement le gouvernement, il est en train de vous lâcher. Et ce n'est que le début. Que vous n'avez servi que leurs intérêts, réveillez-vous. C'est très important. On ne vous demande pas d'aller dans la violence. Moi, je ne suis pas en guerre avec la police. La police n'est pas en guerre avec les citoyens. On a les mêmes problèmes. On a un service public qui est complètement délité. Ils ont des conditions de travail, eux-mêmes ils le disent, déplorables. On est à je ne sais combien de suicidés parmi les forces de l'ordre. Donc nous, le chiffre commence à grossir, vraiment grossir depuis le 1er janvier 2019. Donc nous, on arrive en manifestation avec notre rancœur, notre colère. Eux, ils arrivent avec leur frustration. Ça fait plusieurs week-ends où on leur demande et on leur donne des ordres, etc. Même si pour certains, ça les amuse. Et bien forcément, on se rend compte, cette frustration, cette colère, elle se rencontre, ça explose. Mais non, l'ennemi, ce n'est pas les forces de l'ordre. L'ennemi, je suis désolée, là-haut, c'est le gouvernement. Et derrière le gouvernement, eh ben, les racines profondes, elles sont aussi ailleurs. C'est l'oligarchie, et il faut le dire, pour ne parler que de l'oligarchie. Voilà. Merci Fatih. Merci à vous. Merci Fatih. Et puis, d'autres choses à dire sur la manif d'aujourd'hui, Alain? Oui, c'était finalement assez convivial, mais bien sûr dans une ambiance pas forcément gaie, mais à cause des circonstances. Néanmoins, tous les blessés ont pu s'exprimer, enfin les mutilés ont pu s'exprimer. Blessés, c'est pas le terme, hein. On préfère dire mutilés en fait, pour bien montrer la violence des actes. Et du coup, ça a été quand même assez médiatisé, pas forcément par les médias mainstream, mais par les médias indépendants. C'est surtout ça. J'ai rencontré à titre anecdotique un blessé qui était arrivé tout seul, qui ne savait pas comment faire, vraiment démuni, et là encore c'est un exemple à donner. Eh ben, il s'est rapproché du collectif des mutilés pour l'exemple, qui à l'heure actuelle est en train de grossir, parce que eux, ils ont absolument toutes les données, vous trouverez les informations sur Internet, pour agir en justice et comment faire pour se débrouiller au niveau psychologique, au niveau physique, etc. Avoir des soutiens, etc. Donc rapprochez-vous de ce collectif, entre autres, et vous aurez une vie bien... Enfin, vous pourrez mieux vous en sortir. En fait. Un soutien, c'est du soutien. Oui, c'est du soutien. J'ai pu discuter avec un jeune qui avait été éborgné à une manifestation début avril, et qui me disait que la semaine suivante, le week-end suivant, il était de nouveau en manif. Alors, un respect. Ah ouais, voilà. On lâche rien. On lâche rien, Exactement. C'est fou parce qu'il n'y a qu'en France, dans les pays européens, qu'on voit ça. Ailleurs, ils sont dans la désescalade. On n'a pas cette représentation de toute la police armée. Tu vois, on a l'impression que c'est l'armée contre son peuple, limite. Ailleurs, vraiment, ils ont ce souci de privilégier le dialogue, de ne pas mettre trop de pression sur les manifestants. Ça se fait en Allemagne, ça se fait en Angleterre, en Allemagne, oui. Voilà.
Mais pourquoi la France ne suit pas ce modèle? C'est la question. Pourquoi toujours de la répression et encore plus de la répression quand tu vois que tu as des personnes qui sont dehors pour lutter pour leur pouvoir d'achat, parce que pour beaucoup c'était le moteur, même s'il y a des revendications beaucoup plus profondes, mais perdre un œil, une main, se voir massacrer pour ton pouvoir d'achat, parce que tu veux plus de démocratie représentative. C'est le procureur qui disait justement que le maintien de l'ordre en Allemagne, pour avoir le même ici, c'est pas possible, d'après le procureur, d'après le procureur. Quel procureur? Ah non, c'est comme il s'appelle, l'allemand. C'est vrai l'allemand. que les législations diffèrent d'un pays à l'autre, quoi, mais au niveau humain, on pourrait penser, par rapport, disons, aux observateurs internationaux, qui ont quand même mis en garde la France plusieurs fois, malgré tout, l'escalade de violence continue, que ça pourrait s'atténuer. Ça s'atténue pas. En fait, il y a peut-être des petits signes que ça s'atténue par la menace, en fait, justement, de ces observateurs qui sont toujours présents et toujours plus nombreux, d'ailleurs, dans les manifestations. Exact. Par contre, on a toujours les LBD 30, les LBD 40, les grenades de désencerclement, GLIF 4, dont on demande l'interdiction. C'était une des revendications de cette manifestation. Je te coupe 30 secondes, Alain. Il y a une info justement cette semaine que j'ai pu voir sur Internet, comme quoi en Suisse, un député a décidé de suspendre... c'est une proposition qu'ils veulent mettre en place pour refuser de vendre. C'est une incitation. Effectivement, j'ai vu l'info, mais effectivement, c'est juste une proposition, hein, comme tu le dis. Voilà, c'est juste pour l'instant, c'est allé... Néanmoins, c'est une conscience... Enfin, ça permet une prise de conscience, apparemment, au-delà de la France. On nous regarde. On nous observe, c'est ce que je dis, en fait, de partout, et on commence à criser un petit peu à ce niveau-là, quoi. Donc, il faut savoir que, je reviens sur les armes, ce sont des armes, dont M. Castaner dit que ce sont des armes de défense, les LBD 40 et LBD 30. C'est faux. En fait, ça n'existe pas une arme de défense, il faut le savoir. Arme de guerre, tout simplement. Là, ce sont des armes et défense, quoi. Dans la législation, j'ai marqué ici la référence, vous allez sur legifrance.gouv.fr, article R311-2, c'est déclaré comme matériel de guerre, ainsi que les grenades GLIF 4, et donc catégorie A2. Matériel de guerre. C'est marqué tel quel. Donc c'est létal. C'est interdit de tirer sur des populations civiles avec ça, mais on le fait quand même. De quel droit est-ce qu'on fait ça? Nous on le fait, je crois qu'en Pologne et en Grèce aussi. Mais peu importe. Mais voilà, c'est les trois exemples, c'est ça. Ces trois pays-là, ils sont toujours là avec ce mode de fonctionnement social. Finalement, certains régimes préfèrent tirer à balles réelles parce que ce sont des balles finalement. Les LBD, ce sont des balles. Donc on peut dire qu'ils tirent à balles réelles en fait sur les populations. Quand tu parles des observateurs, tu parles des observateurs de l'ONU? Oui, il y en a. Alors moi, ça me fait sourire. Qu'on arrête avec cette ONU, d'accord? Quand je vois que l'ONU, elle est incapable de faire appliquer le droit international, qu'elle est incapable de dire « Bon, on a pris une résolution, mais elle est incapable de la faire appliquer ailleurs où il y a des crimes qui se passent et qui sont très très graves, parce que nous on se plaint, c'est vrai que ce qui se passe chez nous c'est très grave, mais ailleurs il y a des populations, dont des enfants qui sont en train de mourir, qui se font assassiner. Et à chaque fois, et ça fait des années qu'on nous sort résolution, droit international. En attendant, ils n'ont rien fait. Je t'arrête parce qu'en fait, il n'y a pas que l'ONU, c'est là où je voulais dire. J'ai dit qu'il y en a, mais il n'y a pas que. Il y a des observateurs d'ONG, c'est-à-dire d'organisations non gouvernementales, et des observateurs indépendants, mais qui ont trait en fait à avoir en fait une certaine pression au niveau du gouvernement finalement. Ils ne l'ont pas fait ailleurs. Il faut arrêter de s'en remettre à ces organisations qui sont là, ils s'en prennent plein l'argent, plein et aussi se gavent et qui ne font rien à partir du moment. Moi, l'ONU, je ne comprends pas son rôle. Je suis désolée, je ne vais pas citer le pays, je ne vais pas dire où ça se passe. Je crois que tout le monde n'est pas dupe. Mais le droit international, ils ne peuvent pas l'appliquer. Que veux-tu qu'ils fassent à la France? Donc du coup, je répète, c'est pas que l'ONU. Oui, d'accord, mais toutes les ONG, c'est pareil. Je suis désolée. Tous les observateurs sont là pour exercer une pression et elle s'exerce et elle est efficace. On peut quand même constater qu'il y a moins de tirs malgré tout. Est-ce dû à une manifestation avec des personnes moins nombreuses ou bien dû aux élections. Oui. Alors chacun peut avoir son explication. Oui, après, chacun façon, ils sont là, ils existent. Qu'on ne dise pas qu'ils ne sont pas là. Oui, mais c'est bien, c'est très bien, ils décorent les manifs. J'ai constaté que depuis quelques semaines, à quelques exceptions près,
les manifestations se passent mieux. Alors bon, moi je participe pas Tout à fait. C'est vrai. à certaines manifestations, C'est ce que je participe aux manifestations déclarées, alors peut-être que ils osent moins faire usage Non, c'est faux, il y a toujours la même Mais depuis quelques semaines, pour quelle raison? Peut-être la pression, mais j'ai observé qu'on par est exemple- moins nassé et il y a l'utilisation de moins de gaz lacrymogène. Ah, Voilà. Dans le temps, oui, Là, mais là, ça là, n'a c'est rien à voir avec pardon, la le week-end déclaration, dernier, ou c'était pas. une. Il n'y avait qu'une manifestation déclarée. Hmm. Donc du coup, il y a eu beaucoup de manifs non déclarés. Et Ah, mais attention, ne tombez pas dans ce jeu de dupes. Hein. Il y a un calendrier électoral, on fait attention, ce sont des manipulations, il y a un grand échiquier, et nous sommes des pions. Donc on manipule les petits pions et on les fait avancer dans le sens qu'ils veulent. Moi je dis que maintenant cet échiquier, nous aussi on va y rentrer. On va utiliser leur stratégie. Voilà, il ne faut pas tomber dans ce piège. Alors, vous voyez, on discute un peu fortement, mais c'est pas pour ça, en fait, qu'on est des ennemis. Non, mais pas du tout. Non, pas du Pas du tout. Il faut vraiment rester éveillé. Moi, je vais en revenir, je vais lancer un message à tous les Gilets jaunes. D'abord, merci parce que c'est vraiment un mouvement formidable. Il faut continuer. Il ne faut pas être dans le défaitisme, dans le fatalisme en disant « Ah, mais un tel, il a voté Rassemblement ». C'est faux. Ne tombons... En fait, c'est les conditions qui ont été créées par le Rassemblement national en connivence avec La République En Marche pour nous diviser. Ne tombons pas dans ce piège. Restons unis, continuons le combat. On ne lâche rien. Voilà. Tant qu'on n'a pas les réponses, tant qu'on n'obtient pas notre démocratie, tant qu'on ne récupère pas ce pouvoir qui est le nôtre, parce que ici, nous tous, nous sommes le pouvoir exécutif. Tant qu'on n'a pas cette démocratie à laquelle nous aspirons tous, et qui sera la solution à tous nos problèmes, qui soit de pouvoir d'achat, de liberté, eh ben, on ne lâche rien et on ne cède à rien. merci Fatih. Merci à vous. Merci. Et de Rick. Donc on va pas tarder à terminer cette émission et on va finir avec Lionel. Qui Bah, venait pour nous parler rebondir- du RIC. Voilà, pour rebondir sur ce que vient de nous dire Fatih, moi, ce qui m'intéresse particulièrement dans le mouvement des Gilets jaunes, c'est qu'il y a une revendication qui est remontée quand même parmi les principales revendications, qui est celle du RIC, le référendum d'initiative citoyenne. Et c'est la même raison qui m'a fait adhérer à l'UPR, c'est le RIP qui est présent à l'UPR depuis Partagé. le Populaire. référendum d'initiative populaire, pardon. populaire, et qui est pas du tout qui ne correspond pas du tout au référendum d'initiative partagée actuellement Qui veulent lancer justement ils veulent pour lancer, l'ADP. et d'ailleurs comme ça fait peur au pouvoir, ils veulent d'ailleurs le diminuer. Le seuil. Ils veulent en modifier les modalités. C'est un projet, hein, ils sont pas encore Enfin, arrivés, hein. du Bah, coup, c'est 4,5 millions, je crois, voilà. les signatures. Donc, ce qui m'a fait adhérer à l'UPR, c'est justement, entre autres, que le référendum d'initiative populaire est présent depuis 2011 en toute matière. Et moi, étant donné que je suis citoyen constituant, en fait, on travaille sur ces questions depuis déjà 6 ans. Et pour moi, c'est vraiment la clé de voûte qui permet d'avoir, en fait, de répondre à toutes les autres problématiques. Et à ce titre, vu que je suis à la fois membre des citoyens constituants et de l'UPR, je vais organiser des ateliers constituants D'accord. en partenariat avec les citoyens constituants qui ont accepté de le faire, de nous soutenir, de soutenir l'UPR, mais ils sont aussi prêts à soutenir d'autres partis, pour pouvoir préciser les modalités du RIC. Il y a plusieurs propositions qui existent, des propositions de loi, donc on voudrait s'inspirer de tout ce qu'il y a de bien dans les propositions de loi existantes et en faire une qui tienne compte un petit peu de la position de l'UPR pour pouvoir préciser les modalités, parce qu'actuellement l'UPR propose le RIC en toute matière, mais n'en précise pas les modalités, hormis peut-être le seuil de déclenchement qui serait de 500 000. Donc il y a beaucoup plus de modalités que l'unique seuil de déclenchement, et ça pourrait se travailler au sein d'ateliers constituants que les... Ça s'organise un peu partout en France. Hein. Voilà. Mais là, ce serait plus pour les adhérents de l'UPR. Le but, ce serait d'arriver à faire une proposition de loi qui puisse être remontée au Bureau national, et le Bureau national, à ce moment-là, pourrait s'en inspirer, parce que c'est lui qui décide, qui déciderait en fait de l'inclure ou pas, d'en faire, de l'amender. Hein. Voilà, c'est ça l'idée. D'accord. C'est que au présidentiel de 2022, qu'on puisse proposer un RIC avec les modalités. Alors par rapport au RIC, moi ce que j'ai pu voir aussi dans la semaine, c'est un groupement qui a créé c'est des Gilets jaunes bien sûr, qui a un scrutin
pour le RIC, je ne sais pas si vous êtes tombé là-dessus, Oui, j'ai vu. prévu pour le J'ai vu. 17 novembre 2019. Mhm. Alors c'est le début, hein, je pense que c'est vraiment la phase, le site a dû être créé il n'y a pas très très longtemps, je pense. J'ai pas encore vraiment, je suis pas encore rentré dedans, mais apparemment, ouais, ça se prépare un petit peu. Ça a émergé en mai, il me semble. Comment ? Ça a émergé en mai. Au mois de mai ? Au mois de mai, ça. D'accord. Donc apparemment, d'après ce que j'ai vu, la date, 17 novembre 2019, il y aurait un scrutin pour le RIC. Après, le RIC, comme on disait tout à l'heure, au stade d'aujourd'hui, il y en a pas mal, quoi. Pas mal de formules, quoi. Voilà, il y a 4 ou 5 propositions de loi qui sont assez abouties. Donc on connaît le révocatoire, Enfin, les les matières. abrogatoire, les matières. Voilà, les Constituants, Constituants, abrogatoires, abrogatoires, Révocatoire. législatifs. et législatifs, voilà. Et donc, après, ce qu'il faut, c'est, il y a des, par exemple, article 3 qui travaille sur cette question depuis déjà, je crois, presque 10 ans, Article 3, avec des avocats. Ils ont une proposition assez intéressante. Il y en a d'autres. Donc nous, ce que je voudrais, c'est pouvoir les compiler. Donc tous les adhérents UPR qui sont intéressés par cette question, ben, on fera des communications quand ce sera un petit peu plus avancé pour faire un atelier constituant par mois pour avancer justement jusqu'à avoir une proposition de loi qui soit celle de l'UPR. Enfin, on l'a remontré au Bureau national puisqu'en fait l'UPR, c'est le Bureau national qui décide. D'accord. Mais là, on ne met pas la charrue avant les bœufs. Tu peux, parce qu'il y a des personnes qui ont des questions. Bah, c'est ce que j'ai un peu. Il faut d'abord le Frixit et après le RIC, non ? Exact. Parce que là, ça ne ça sert à rien qu'on fasse tout ça. Et puis très honnêtement, moi comme je l'ai dit, j'ai découvert M. Asselineau, son parti. Je ne le connais pas d'ailleurs ce monsieur, j'ai eu des allocutions qui m'ont paru très intéressantes. Et certes, on nous parle du Frexit, du RIC, tout ça c'est bien beau, mais si on met le RIC avant le Frexit, je pense que... c'est peut-être permettre de déjà préparer le terrain. Déjà. Je ne sais pas ce que l'avenir... Moi, je vais aller vers une démocratie directe. Même si ça va prendre un peu de temps. Honnêtement, Monsieur Asselineau, certes, ça me plaisait parce que c'était le seul à proposer le Frexit, Tout à fait. le RIC, Comme beaucoup. et comme je l'ai dit, la cerise sur le gâteau, la destitution d'Emmanuel Macron. Ah. Mais je veux aller vers vraiment une démocratie directe. Je veux pas en avoir... J'ai toutes mes capacités intellectuelles. Moi, je n'ai pas besoin d'un tuteur, mince. J'ai pas besoin de me remettre à quelqu'un qui va décider pour moi. Non, c'est vrai. On ne sait pas ce que l'avenir donnera, comment ça va se passer. Ce que je vois, c'est que dans le programme de l'UPR, on a le RIC, et le RIC, c'est une clé, Oui. c'est une porte d'entrée. Donc Oui. si on a ce RIC bien abouti, avec les modalités qui sont précisées, c'est quelque chose en plus dans le programme, qui me paraît indispensable, qui est dans le programme, mais qui dans les modalités n'en sont pas précisées. C'est juste ça, mais je suis d'accord avec toi, c'est que ça n'est pas la démocratie directe. L'UPR ne se revendique pas de la démocratie directe, hormis cette capsule de démocratie, comme dit Étienne Chouard, qui est le RIC. Moi, effectivement, j'aimerais bien qu'on puisse avancer, qu'on puisse arriver dans une démocratie directe, mais celui aujourd'hui qui me permet le plus d'arriver vers ça, pour l'instant, c'est l'UPR. Je te rejoins entièrement. Seulement, les résultats sont tombés là. 80%, plus de 80% de la population rejette le système en place. C'est-à-dire que 80% de la population veut une démocratie directe. Donc là, il faut qu'il y ait une réflexion profonde. Vers quoi on tend ? Qu'est-ce qu'on peut proposer ? Alors, j'ajoute que dans les ateliers constituants que font les citoyens constituants, donc tous les mois, on a depuis 6 mois initié en fait ce qu'on appelle la constitution provisoire de transition. C'est-à-dire qu'on souhaite, imaginons que le mouvement des Gilets jaunes se développe et que petit à petit on arrive à convaincre en fait les forces de police, un gouvernement, à être de notre côté. Il nous faudrait dans ces cas-là pouvoir, en attendant l'écriture de la Constitution que l'on souhaite, avoir un gouvernement provisoire de transition qui puisse, pendant le temps de l'écriture de la Constitution, régler les affaires courantes. C'est un des ateliers qu'on fait depuis 6 mois. Donc, c'est très intéressant. Tous ceux qui Il y a sont le Phénix aussi, le Phénix jaune. C'est ce que j'allais dire. Oui, Effectivement, en dehors de l'aspect politique, parce que je ne suis pas venu pour discuter d'un parti politique ou d'un autre, moi je le répète, je suis un partisan ici. Il y a d'autres initiatives d'écrire des constitutions, y compris des constitutions provisoires. Le Phénix français de Yves Chouard a écrit ce genre de choses. Il a écrit aussi une déclaration des droits de l'humanité.
qu'il faut lire, toujours sur le même site, lephénixfrançais.fr. Et il y a aussi donc Étienne Chouard qui travaille à remodeler les articles qui existent déjà ou en créer d'autres. C'est ce qui s'est produit notamment aussi par rapport au site Le Vrai Débat, qui était une réponse au grand débat, grand déballage en fait d'Emmanuel Macron. Voilà, il y a plein d'initiatives qui se font partout ailleurs. J'ai participé à un atelier constituant pour écrire aussi des articles. Il y en a partout en France en fait, comme tu le disais auparavant. Donc, en sortant en fait ce que j'appelle le carcan politique, en fait, on peut soi-même créer notre propre démocratie. C'est ce que dit Fatih, une démocratie directe. La première démocratie, elle est marquée là, sur mon gilet. Je précise, les ateliers constituants dont je parlais, ça n'est pas l'UPR, ce sont les citoyens constituants, une association à partisans. Et qui cherche en fait une issue au mouvement des Gilets jaunes et qui propose donc ce gouvernement provisoire de transition. Donc, mon camarade qui disait là à gauche, on ne parle pas de politique, etc. Mais c'est pas une honte le mot politique. On a l'impression que c'est un gros mot. Mais bien sûr que nous sommes politiques. Qu'est-ce qu'on fait là aujourd'hui dans la rue si ce n'est pas politique? À partisans certes, mais nous sommes le seul pouvoir d'opposition au gouvernement actuel. C'est-à-dire que quand Emmanuel Macron et son gouvernement prend une décision, il le fait toujours en regard des Gilets jaunes. Mais les républicains, les socialistes, on le voit bien, ils n'existent plus. Là, il y a un parti représenté par le gouvernement et l'autre partie, le vrai contre-pouvoir que sont les Gilets jaunes. Donc c'est pas une honte politique, oui, mais à partisans. Alors, monsieur, moi je suis très ferme. Donc effectivement, c'est pas une honte, mais moi je parle de parti politique. Vous n'arrêtez pas de seriner le nom de ce parti, le nom du dirigeant de ce parti. Je suis pas là pour ça. On est là pour parler de nos initiatives, pas de celles d'un parti quelconque. Je n'ai pas honte de la politique, j'en fais à ce moment-là, en ce moment même. C'est ça que je précise. D'accord. C'est bien de lever le malentendu, parce que moi non plus, je ne suis pas là pour faire la promotion Oui, d'un plutôt parti d'accord. ou d'un autre. Surtout que pour l'UPR, moi, ce qui m'avait plu aussi, entre autres, je ne suis pas là pour faire la promotion du PR ou d'Asselineau. En le disant, tu le fais, en fait. Mais peu importe, il faut le dire. Oui, il faut nommer les choses. Il faut dire un chat, un chat. On parle du Frexit, c'est tout, à ce moment-là. Alors, mais c'est le seul parti. Très honnêtement, je ne suis pas adhérente et je ne serai jamais adhérente. Je reste libre. Sympathisante. Voilà. Même pas. Moi, je suis sympathisante du Frexit, du RIC et de la destitution de Macron, qu'on vire tout ça, mince. Mais c'est le seul parti, quand tu regardes, qui n'est pas endetté, pratiquement, qui n'a pas emprunté aux banques. Mais si ce n'est pas un signe positif de bonne gestion économique pour la France, contrairement aux autres partis politiques, sauf erreur de ma part, qui sont endettés et qui, eux, auront tendance à nous endetter, eh bien, ça, c'est quoi ? Okay. Moi, je vais simplement rappeler notre but, en fait, de la démocratie directe, c'est que le peuple, c'est-à-dire n'importe qui dans la population, puisse écrire une constitution, un article de loi, un simple alinéa, un simple mot d'une loi, etc. C'est-à-dire, ça voudra dire qu'il n'y aura plus aucun parti. Il n'y aura plus aucune formation politique. Il y aura juste une population qui aura le droit de parler, le droit d'écrire, le droit simplement de participer à la vie sociale à tous les niveaux. C'est ça qu'on veut, c'est ça les Gilets jaunes, c'est ça la vraie démocratie. La vraie démocratie, c'est choisir. Tu veux un roi, tu veux une chèvre, tu veux une banane qui nous représente, mais à qui on ne donne plus tous les pouvoirs, tout simplement. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre participation. Merci. Et surtout, n'oubliez pas, résister, c'est exister. Et vous vouliez aussi finir avec une petite chanson. Avant, j'ai peut-être un texte à lire. Éventuellement, avant la petite chanson, avant de conclure. Je le retrouve du coup. C'est un texte, en fait, qui parle de la situation. Pendant que tu cherches, moi j'aimerais juste envoyer un message à monsieur Bruno Le Maire, qui est parti, notre ministre de l'économie, qui est parti à la réunion annuelle du groupe Bilderberg à Montreux en Suisse. Donc moi j'aimerais comprendre qu'est-ce que fait notre ministre de l'économie dans ce groupe qui est une société secrète autour de laquelle il n'y a aucune transparence, totale opacité, et quelles sont les applications qui vont être mises en place au retour de cette réunion. Est-ce qu'il est normal que notre Premier ministre assiste à ce type de réunion? Comme on dit, Fatih, épisode à suivre. Exactement, à surveiller de très près. Voilà. Alain, as-tu retrouvé ce petit texte? Oui. Alors on t'écoute. J'en ai assez de voir la misère à chaque coin de rue. J'en ai assez de voir des gens dormir dans la rue à chaque fois que je manifeste. Il y a 140 000 SDF en France et c'est un compte approchant. Il y en a sûrement plus. Combien se cachent? 566 sont morts en 2018 de faim, de froid, de maladie, d'épuisement
et ce conte de la honte continue. Savez-vous qu'il y a des gens qui préfèrent marcher toute la nuit plutôt que de s'endormir par crainte de se faire agresser ? Savez-vous qu'il y a des gens qui ont tellement honte de cette condition intolérable qu'ils n'osent pas aller voir un médecin ? Bien souvent, ils meurent de maladies que l'on aurait pu soigner. Savez-vous que cette gêne les pousse à ne jamais demander de l'aide, que même leurs proches souvent ne sont pas au courant ? Peu importe l'origine géographique, la religion, l'âge, toutes ces personnes sont dans la misère. Dans la lutte contre la misère, on est tous frères. J'en ai assez de voir le mépris s'illustrer dans les rues. J'en ai assez de voir les bourgeois, pleins de suffisance, détourner le regard de ces personnes humaines dont la condition de vivre est réduite à néant. J'en ai assez de nous voir, nous-mêmes, réagir parfois comme eux et ne rien leur donner, pas même un sourire, un peu d'espoir, quelques mots. Dans quel conditionnement sommes-nous tombés ? Nous devrions, par notre humanité et au nom de celle-ci, être affectés par cette vision d'horreur. C'est pour cela aussi que je suis gilet jaune. C'est pour cela aussi que je marche tous les samedis. Je suis affecté par le sort de tous ces hommes, ces femmes, ces enfants aussi, qui n'ont même pas droit au bonheur. C'est notre combat, à nous tous ici les gilets jaunes. Je suis affecté par ce gouvernement méprisable et insultant, et ces élus, quand ils osent dire que ceux qui vivent dans la rue le font par choix. Quand on a les moyens financiers, on a le choix. Ce ne sont pas des gens qui déjeunent tous les jours dans des restaurants à 200 € qui nous donneront des leçons de société, de morale ou de conduite à tenir. Je suis affecté par la conduite de notre président qui ose faire un voyage de vacances et de nuit au milieu des SDF et qui en publie des photos comme un souvenir de voyage. Je te coupe parce que c'est un texte que tu vas lire, donc tu vas pouvoir reprendre le fil, mais c'était une des promesses de la campagne d'Emmanuel Macron, plus d'SDF dans nos rues. On te laisse finir, Alain. Pardon. Je dégueule cette attitude, je dégueule ce moyen, je dégueule ce gouvernement. Je suis affecté par le silence des médias, le silence des politiques, le silence des élus et par leur inaction. Nous sommes obligés d'agir à leur place, de les rappeler à leurs devoirs. Il y a urgence. Ces personnes meurent dans la rue sans rien, sans espoir, sans futur. Comment est-ce possible en 2019 ? Comment ça l'a été en 2000 et même avant ? On a laissé faire ça. On doit l'arrêter, résoudre ce problème, c'est-à-dire donner un toit, un travail à ces gens en priorité. C'est le sens de notre première revendication à nous, les Gilets jaunes. Notre gouvernement ne peut ni ne veut le faire. Faisons-le à sa place. Et dégageons ces corrompus qui préfèrent donner aux ultra-riches et prendre aux plus pauvres. Nous avons un rôle à jouer, même si c'est un petit rôle, même si, pour nous, il est naturel de donner 1 €, et même si on pense pourtant que cela ne sert pas à grand-chose. Je dis, moi, pour l'avoir vécu, que si cela suffit à faire sourire un peu, à faire oublier l'enfer un peu, c'est déjà un beau cadeau. Bien sûr, ce n'est pas tout. Bien sûr, ça ne suffit pas. Bien sûr, il faut donner plus. Et combien leur doit-on alors à toutes ces personnes humaines que l'oligarchie a traînées dans cette boue ? Je sais qu'il y en a beaucoup qui doutent, qui demandent à quoi ça sert. Je sais qu'il y en a beaucoup qui pensent que ces personnes vont se saouler avec l'argent que vous leur donnerez. Je sais qu'il y en a certains qui se disent qu'ils ont affaire à des escrocs parfois. Mais même si vous avez 10 € pour 10 SDF et qu'il y a un escroc parmi eux, vous aurez rendu le sourire à 9 personnes. Même si le bonheur n'est présent que pour quelques secondes, il est acquis pour eux. C'est autant de prix à leur misère. Ne faites pas comme les bourgeois qui ignorent et qui méprisent. Soyez plus intelligents, soyez plus grands. Donnez, donnez et donnez encore. Je le fais moi à chaque fois. Et pourtant, je vis avec le RSA. C'est 484 € par mois. Vous savez pourquoi ? Parce que je gagne plus comme ça dans mon cœur en voyant le regard de ces personnes et j'imagine leur cœur battre fort et c'est souvent le cas. C'est le cadeau qu'ils font. Il faut toujours se battre pour eux. On est leur soutien. C'est surtout par nous qu'ils gagnent, car eux seuls ne peuvent plus se battre. Ils le font chaque jour, déjà pour survivre, par cette exigence SDF urgent, remise en novembre à François de Rugy. Nous avons déclaré la volonté du peuple, et même de l'humanité, à aider les SDF à avoir un toit, un travail et à manger. Nous le crions maintenant. Nous le pleurons aussi, et nous l'obtiendrons, avec ou sans l'aide des élus. Par cette exigence seulement, notre combat, notre lutte, notre présence sont légitimes. Pour beaucoup d'entre nous, nous sommes des précaires. Pour beaucoup d'entre nous, nous sommes pauvres. Mais nous sommes tous solidaires parce que nous sommes ensemble toujours. Nous sommes les Gilets jaunes.
Bravo. Merci beaucoup Bravo. Très beau Alain pour texte, ce texte. Très beau texte. Et vous vouliez finir aussi en chanson? Avant de chanter, moi je voudrais dire petite que chanson. les Gilets jaunes sont c'est tellement beau. Ils ont gardé une forme de naïveté, d'humanité, justement à l'heure où on doit remettre l'humain au centre de toutes les préoccupations. Donc ne tombez pas dans les pièges des cyniques, de nos partis politiques ou d'autres qui se servent de vous à des fins plus ou moins discutables. Je vais citer le cas de M. Campion, qui invite le 22 mai les Gilets jaunes de manière gratuite à la Foire du Trône et qui le 24 mai s'affiche avec Benalla comme chef de sécurité de la Foire du Trône. Ne tombez pas dans ces travers-là, s'il vous plaît. Gardez votre naïveté, oui, mais les yeux bien ouverts. Merci Fatih, et puis merci beaucoup à tous. Alain, Lionel, Émilie. Bon, on va finir Merci. sur, Vous finissez donc avec une petite chanson. sur la petite chanson qu'on a entendue donc, à la manifestation de Gilets jaunes. Donc on y va alors. 3, 4. On est là, on est là, même si Macron ne veut pas, nous on est là. Même avec un œil crevé, avec une main arrachée, même si Macron ne veut pas, nous on est là. On est là, on est là, même si Macron ne veut pas, nous on est là. Même avec un œil crevé, avec une main arrachée, même si Macron ne veut pas, nous on est là. Merci bien, merci à tous. Merci tout le Merci monde. pour cette Merci. édition numéro 10 et à Merci bientôt. pour l'invitation.